Alors, bonjour et bienvenue à cette troisième conférence de Mathieu Claverola, conférence qui s'inscrit là, la troisième et dernière de la série, parcours de vie d'ethnologue. Alors, sans plus tarder, Mathieu, je te laisse la parole. Oui. Merci à vous. Donc oui, troisième conférence. Après, je vous promets, je vous laisse tranquille. Donc on a commencé mardi et hier par deux exposés de mes recherches sur le volet de linguisme orthodoxe à Bénarès et puis de linguisme créole à Maurice hier. Et maintenant, troisième et dernier volet, l'hindouisme guyanien à New York, qui n'ont pas clôturé, mais prolongé ma perspective d'anthropologie de l'hindouisme. Alors, je vais me fonder sur ce terrain de l'hindouisme guyanien à New York, je vais expliquer un petit peu, pour essayer de déployer un certain nombre de discussions. J'ai choisi de ne pas présenter en détail mon ethnographie du terrain, notamment parce que en fait, je l'ai déjà présenté à Montréal dans les dernières années, donc je ne voudrais pas trop me répéter, mais on pourra compléter avec des questions à ce niveau-là, bien sûr, par la suite. Je vais essayer de faire, comme je l'ai fait des deux dernières conférences, de suivre le jeu et la logique de ce format d'une histoire de vie, donc équilibré, mais la présentation de mes matériaux et puis voir comment ils s'articulent dans le parcours de recherche. Donc, je vais déjà expliquer comment j'en suis venu à passer à New York après le terrain mauricien. Pourquoi est-ce qu'il fallait ajouter un troisième volet, en quelque sorte, à l'Inde et à Maurice, alors que l'Inde, c'est pas une chose passée, ça continue à nourrir ma réflexion et mes analyses, et que Maurice est définitivement pas quelque chose de passé pour moi. C'est un terrain qui me semble inépuisable, ce qui n'était pas le cas. Quand j'ai commencé, je pensais que c'était un terrain pour quelques années, mais en fait, il s'avère que je le trouve inépuisable et que j'y travaille encore sur plusieurs projets. Donc, c'est pas un passage radical comme a pu l'être celui, dans un certain sens, entre l'Inde et Maurice. Alors, ce qu'il faut souligner d'abord, quand j'y ai réfléchi, c'est que je me suis rendu compte qu'entre 2007, quand j'arrive sur le terrain mauricien, et 2020, on va dire, quand je pense au terrain new-yorkais, il y a eu un déplacement majeur du champ académique que j'avais commencé à l'évoquer hier. J'avais parlé au début, en 2007, quand je me tourne vers Maurice, du manque d'intérêt pour l'indianité hors de l'Inde, dans les recherches, en tout cas à Paris. Mais la page maintenant est définitivement, je pense, tournée, et les recherches sur l'engagisme, en tout cas, ont littéralement explosé en Occident et dans les pays issus de l'engagisme. Maurice en particulier, mais aussi à Trinidad, au Suriname, au Fidji, etc. Et seulement plus récemment, par contre, en Inde, on a commencé à s'intéresser à ces populations issues de l'engagisme. Ce qu'on peut appeler les Indian Diaspora Studies, donc, sont devenus, entre le temps d'entrée sur le terrain mauricien et aujourd'hui, un véritable champ de recherche en tant que tel. Et la France a été un peu en retard à l'allumage par rapport au domaine anglophone, mais la France s'y est bien mise maintenant. Et non seulement il y a ce champ des Diaspora Studies et des Indian Diaspora Studies, mais il y a un nouveau champ qui est celui des Kalapani Studies maintenant, donc spécialisé sur l'engagisme. Kalapani, ce sont les eaux noires que les engagés ont dû traverser en brisant le tabou hindou de la traversée de ces eaux noires Kalapani. Donc, il y a un véritable champ d'études qui explose, les Kalapani Studies. Tout ça s'est fait en fait tellement vite que en fait on a continué, on a poursuivi dans une certaine habitude qui était d'introduire des conférences, par exemple, sur l'engagisme par toujours les mêmes phrases, qu'il s'agit d'un domaine délaissé, très peu investi par la recherche, etc. Ce qui était très vrai il y a 10 ans ou encore plus 15 ans, mais qui est plus du tout vrai aujourd'hui. Un seul exemple, en France et en Allemagne, dans les 2 ou 3 dernières années, 4 thèses de doctorat ont été soutenues en anthropologie sur l'hindouisme à La Réunion. Il y a une véritable explosion. Et cette explosion est forcément très stimulante,
avec un bémol, à mon sens, qui est qu'on en vient un peu à tout confondre, en tout cas c'est un risque que je perçois, et à postuler que les sociétés issues de l'engagisme forment une diaspora. Donc ce champ qui est en construction est en quelque sorte absorbé dans les diaspora studies au sens large, et ça me gêne un petit peu. Puisque Maurice, par exemple, devient majoritairement étudié dans ses liens avec l'indianité. Et ce qui est, à mon sens, un regard partiel et biaisé, ce que j'ai essayé de montrer hier avec ce que je préférais faire, c'est-à-dire vraiment articuler l'indianité et puis, par exemple, la créolité. Sans compter que cette perspective des diaspora studies rejoint un peu trop, à mon goût, l'agenda politique des élites en Inde et des élites dans les sociétés issues de l'engagisme, ce qui peut poser un problème aux chercheurs. Le problème majeur pour moi, c'est que les descendants d'engagés, dans cette perspective qui associe l'engagisme à une diaspora, fait que ces descendants d'engagés sont censés partager le destin des diasporas indiennes contemporaines, par exemple à New York, d'informaticiens ou de médecins. Ils sont censés faire communauté avec ces communautés-là. Et ce qui me semble un raccourci très contestable. À force de contester cette assimilation des communautés descendants d'engagés à une diaspora indienne, j'ai été amené à formaliser ce qui différencie, d'après moi, l'indianité créole, issue de l'engagisme, de l'indianité diasporique au sens large. Du coup, l'idée m'est venue assez logiquement d'aller ethnographier maintenant un hindouisme diasporique en tant que tel. Et j'ai choisi New York comme terrain parce que la population indienne à New York est largement issue d'une migration à la fin du XXe siècle, après 1965, une migration largement individuelle, largement choisie, largement de haute classe, de haute caste également, éduquée, anglophone et successful. Et donc, c'est une diaspora qui campait typiquement ce avec quoi je ne voulais pas amalgamer les communautés engagées indiennes migrantes au XIXe siècle, une migration coloniale, une migration collective de paysans, de basse caste et opprimés, on pourrait dire, pour résumer l'affaire. Ça me semblait très douteux, d'un point de vue y compris politique, d'assimiler les deux types de migration. Donc, je me suis dit qu'après l'hindouisme indien et l'hindouisme créole à Maurice, je pourrais étudier l'hindouisme en diaspora à New York. Sauf que j'ai découvert à New York l'existence d'une communauté double migrante, donc les Guyaniens d'origine indienne, qui sont à la fois une communauté créole, donc issue des migrations coloniales de l'engagisme, des mêmes qu'à Maurice, de l'Inde vers la Caraïbe au XIXe siècle, et qui sont également des communautés maintenant diasporisées, puisqu'elles sont issues des migrations contemporaines de la Caraïbe vers New York, le deuxième temps de migration. Et c'était difficile pour moi de résister à une configuration que je trouve absolument fascinante, puisqu'elle pose à la fois les questions de la diaspora, en même temps que celle de la circulation de la créolité. Comment la créolité peut circuler dans des territoires qui ne sont plus créoles. Et tout ça, à partir de l'hindouisme, il me semblait que, oui, j'ai eu du mal à résister, pour tout dire, à ces configurations. Et en plus, j'ai découvert une sous-communauté guyanienne hindoue, à New York, qui est la communauté Madrasi, dont je vais parler, qui revendiquait haut et fort une dévotion populaire, ce qui fait qu'après le passage de Bénarès à Maurice, c'était un pas de plus vers un hindouisme populaire non brahmanique qui poursuivait le pas que j'avais entamé à Maurice, comme je l'ai expliqué hier. Concrètement, je suis parti de 3 semaines d'abord sur un terrain exploratoire, dans Queens essentiellement, et où j'ai visité un grand nombre de quartiers, de lieux de culte hindou à l'intérieur de Queens. Et puis, j'ai à nouveau séjourné un mois en 2019, cette fois en me concentrant uniquement sur les temples Madrasi. Je vais expliquer tout ça. Du coup, qui sont les Madrasi? Ce terme Madrasi désigne, et c'est la façon dont il s'auto-désigne également, localement, la communauté Madrasi, mais aussi le culte, un type de culte Madrasi, et les temples Madrasi.
Madrasi, ça renvoie en première instance à une origine ethnico-géographique, ceux qui viennent de Madras, donc les Tamouls, ceux qui sont embarqués depuis le port, en fait, tamoul de Madras, pour le Guyana. C'est-à-dire, on estime 20% des Indiens qui sont engagés au Guyana. Donc, on a l'impression d'être dans une affiliation ethnique ou géographique. Mais Madrasi renvoie surtout, en fait, à une réappropriation volontariste d'un qualificatif qui est dépréciatif, qui était dépréciatif et qui le reste dans une large mesure. Au Guyana, mais c'est vrai aussi à Maurice, je crois l'avoir mentionné hier, le Madras est un individu grossier, querelleur, alcoolique, qui est un cliché qui est confirmé dans le regard colonial par la caricature des Madras sous des traits physiques, la peau foncée en particulier, les cheveux ondulés, des traits qui font dangereusement penser en fait aux descendants d'esclaves d'origine africaine. Le dangereusement étant à attendre, ironiquement, forcément dans le regard colonial. D'ailleurs, les cultes madrasis ont été rapidement rapprochés, à la fois par la colonie, mais aussi par les autorités hindoues orthodoxes, des pratiques afro-guyaniennes, en particulier des pratiques sorcellaires, qui étaient craintes et criminalisées par la colonie. Le rapprochement se fondait sur la centralité dans les cultes madrasis des pratiques de possession par des divinités féroces et des cultes accompagnés de transes, d'offrandes d'alcool, de sacrifices animaux, etc. Tout ça semblait très sauvage. Et il faut ajouter à ça l'absence d'autorité institutionnelle, en l'occurrence d'autorité brahmane. Tout ça étant à contre-courant de l'évolution globale de l'hindouisme en diaspora, et en diaspora, enfin l'hindouisme en général et en diaspora en particulier. Tout ça avait un peu tout pour faire peur comme cocktail. Et aujourd'hui, les madrasis revendiquent à New York le terme madrasi et mentionnent que c'est une réappropriation à leurs yeux tout à fait comparable à celle du Black Power qui assumait l'identité noire avec fierté. Et le Black Power était un mouvement très influent dans la Caraïbe et au Guyana et un peu moins à Maurice, autant que je le sache. Il reste l'incontestable popularité croissante de ce culte madrasi au Guyana et à New York. On dénombrerait dans Queens une quarantaine de temples madrasi. Ce sont des temples privés, souvent non officiels, voire illégaux, qui sont installés dans l'arrière-cour d'une maison ou dans le garage d'une maison par un prêtre qui est souvent le fondateur du temple et qui est auto-désigné comme prêtre du temple. Ça, c'est pour une partie un peu privée. Et puis, il y a une partie de plus en plus publique, notamment avec les processions et les parades qui commencent à donner une visibilité à ce culte madrasi dans l'espace public new-yorkais. Côté méthodologique, pour ce volet de mon enquête, il m'a semblé important dès le début et rassurant, pour tout dire, de pouvoir cadrer un nouveau changement de terrain par l'utilisation d'une même boîte à outils méthodologique. Donc, je suis reparti sur l'ethnographie de lieux de culte, de pratiques et d'histoire de lieux. Donc, en gros, ce que j'aimais faire et ce que je croyais que je savais. Mais comme on est dans l'ethnographie, évidemment, le jeu, c'est aussi de se plier au terrain et aux spécificités du terrain. Et donc, j'ai dû adapter ma méthodologie à ce terrain spécifique. À plusieurs niveaux. Déjà, à l'inverse de ce que j'ai pu raconter hier de ma préparation de mon terrain à Maurice, là, j'ai pu recourir à une très vaste bibliographie, puisqu'elle touchait différents domaines. Une bibliographie sur l'histoire du Guyana, la culture guyanienne, que je ne connaissais pas du tout, et où je suis toujours pas allé. Une bibliographie sur l'immigration indienne à New York, qui commence à être aussi très vaste, et une bibliographie sur l'histoire ou la sociologie de New York comme pôle migratoire mondial. Donc, je commençais à avoir là une bibliographie à maîtriser qui était très importante, très utile pour moi, même si on peut toujours dire qu'il faut rester méfiant et éviter de rentrer sur le terrain trop cadré peut-être
avec ce que nos prédécesseurs ont pu écrire. Mais enfin, on a tous besoin de ce cadrage, et là, en l'occurrence, c'était nécessaire dans le cadre d'un nouveau terrain. Mais dans tous les cas, le terrain commence un peu après la bibliographie, même si on ne peut pas s'empêcher. Je conseillerais à chacun d'avoir recours à cette étape bibliographique, mais le terrain commence quand même après. Donc, je suis arrivé à New York, et là, comme j'avais raconté hier qu'à Maurice, je sillonnais l'île à travers les champs de canne et en voiture, à New York, j'étais évidemment à pied. J'ai identifié ce quartier qu'on appelle Little Guyana, dans Queens, et j'ai repéré les temples en sillonnant à peu près toutes les rues à pied. Et plus simplement encore, sur Google Maps, en fait, où l'essentiel des temples sont répertoriés, ou en sur Facebook et en trouvant où sont les temples. C'est une méthode que je pourrais tout à fait maintenant appliquer à l'île Maurice, mais à l'époque, ce n'était pas le cas quand je faisais mon terrain à Maurice, ou en tout cas, je n'avais pas connaissance de Google Maps comme ça. Maintenant, il aurait été un peu suicidaire en termes de temps de se priver de Google Maps pour repérer les temples. Une autre nouveauté par rapport à Maurice, c'est la difficulté de l'observation répétée. Alors, je peux arriver aussi tôt et partir aussi tard que je veux d'une cérémonie dans un temple, etc. Le problème, c'est que je ne peux pas atteindre ce que j'appelle la saturation de l'observation, c'est-à-dire observer de façon répétée, la même occurrence rituelle, parce que les activités sont restreintes au week-end. Et quand on reste un mois sur le terrain, ben, ça fait au maximum 5 week-ends, ce qui est largement insuffisant pour atteindre la saturation nécessaire pour que l'observation soit un tant soit peu contextualisée et analysable. Une autre différence fondamentale, c'est l'observation participante qui s'est très rapidement imposée à New York, un peu plus, un degré de plus qu'à Maurice et beaucoup plus qu'à Benares. Là, c'est une évolution dans mon parcours de vie. À Benares, pour être très clair, j'étais dans l'observation saturée. Là, pour le coup, j'ai vraiment observé des centaines de fois la même occurrence rituelle ou pas, et j'étais dans un regard, une posture éloignée. J'étais très bien toléré dans le temple et connu, forcément, à force de rester là, mais en un sens, j'étais aussi un peu transparent. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde se fichait un peu de ma présence. J'étais devenu ce que je souhaitais être dans ma stratégie de terrain, mais transparent. Je partageais le plaçade, le reste de l'offrande divine qu'on m'offrait, mais je restais un individu extérieur au culte, statutairement probablement très impur, Mecha, un barbare. Hein, je ne pouvais pas être dans une observation participante en tant que telle, y compris statutairement, c'est l'hindouisme orthodoxe dans lequel j'étais. À Maurice, les choses étaient bien différentes. On m'a même confié la réalisation d'une artie, donc de l'offrande de lumière, c'est-à-dire la réalisation du culte. Parce que il y avait moins, on était moins dans un hindouisme orthodoxe, j'étais probablement statutairement moins problématique à leurs yeux, et parce qu'ils savaient que j'avais étudié l'hindouisme à Benares, j'étais donc un garant d'authenticité et comment les choses se font en vrai. Je mettrai les guillemets. Surtout à Maurice, sur certaines phases du terrain, en particulier d'histoire de vie, mais aussi la sorcellerie, sont des terrains qui étaient pratiquement inaccessibles à qui resterait en dehors, comme observateur simplement extérieur. J'ai donc dû passer à une observation participante. Par exemple, je suis allé consulter des guérisseurs en exposant des soucis de santé qui étaient réels, mais clairement, c'était aussi une stratégie pour avoir accès à la salle de consultation du guérisseur, voir ce qu'on disait dans la consultation, ce qui s'y faisait, toutes choses auxquelles je n'aurais jamais eu accès si je n'avais pas été un consultant du guérisseur. Donc, je participais. Et à New York, c'était encore autre chose, puisque là, ce sont des acteurs locaux qui m'ont incité à participer ou qui m'ont obligé même à participer. Le prêtre, par exemple, m'invite à intervenir au micro, au pupitre, au moment du sermon, au début du culte.
bien, et je dois produire un discours. Et la déesse, c'est-à-dire le médium qui est possédé par la déesse, m'appelle, là c'est pas une invitation, c'est une obligation évidemment, à venir dans le cercle et à recevoir sa bénédiction, ses prédictions, ses conseils, etc. Donc je suis happé et je suis nécessairement dans la participation. On voit que c'est une méthode qui est fatalement dictée par le terrain et qui est différente. Un autre petit ajustement méthodologique, c'est qu'il fallait garder un œil sur les réseaux sociaux. Là, toutes les activités y sont systématiquement postées. Tout le vécu quotidien du lien communautaire, la présentation de soi, tout ça se fait sur les réseaux. Je peux même en direct, tout est filmé en direct. Je n'étais pas un adepte des réseaux, donc j'ai dû apprendre, mais j'ai été surpris de me revoir le soir en fin de cérémonie. J'étais déjà posté sur les réseaux participant à la cérémonie. Donc, il y a quelque chose de fascinant. C'est une perte de temps incroyable. En tout cas, c'est chronophage de façon incroyable de faire une enquête sur les réseaux sociaux, mais c'était difficile de ne pas le faire et à mon avis, ça aurait été un problème, même si je suis toujours assez peu à l'aise avec ce type d'enquête. Mais là, le terrain imposait de jeter un œil à ces réseaux sociaux. D'ailleurs, mon entrée sur le terrain s'est faite par le contact d'un responsable madrasi à New York via le site web de son association. Madrasi. Et lui, ensuite, m'a introduit à plusieurs temples et acteurs et cérémonies. Et je note que, en fait, j'ai été victime un peu de ce que j'avais prévu et de ce que je continue à critiquer dans les enquêtes, par exemple, via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis entré sur le terrain par les responsables, par les autorités, qui sont souvent les autorités autodésignées. Ce qui, pour le moins, peut biaiser l'accès aux dévots ordinaires, qui sont ceux qui m'ont toujours intéressé en tant qu'ethnologue. Donc, j'ai été, de fait, victime de cette chose-là que j'avais envisagée. Mais voilà. Sur le fond, maintenant, j'ai fait le postulat d'un socle commun. Je reste dans cette comparaison un petit peu de ce passage entre Maurice et Guyane. J'ai fait le postulat d'un socle commun de ces deux terrains, guyanien et mauricien. D'abord, du fait d'une même histoire créole, fondatrice, extrêmement structurante et qui était partagée. Donc le Guyana a connu la même histoire de colonisation britannique, d'esclavage et d'engagisme. Pour les mêmes raisons, on estime que 230 000 Indiens ont été engagés à la même époque, deuxième moitié du 19e, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pallier au manque de main-d'œuvre après l'abolition de l'esclavage. Donc on est vraiment dans la même logique. Maurice et le Guyana partagent aussi la société de plantation sur place qui a structuré les hiérarchies socio-économiques, ethnico-raciales, etc. Et c'est intéressant parce qu'on dispose de deux monographies en tout point parallèle. Une du système de plantation mauricien, c'est Burton Benedict, dont j'ai parlé en 1961, et au Guyana, c'est Chandra Jayawardena en 1963, qui fait un travail similaire. On peut les mettre en perspective, et c'est édifiant à quel point les mêmes logiques coloniales, plantationnaires, ont créé les mêmes configurations sociales et culturelles sur place. Partage aussi entre Maurice et le Guyana de certains liens maintenus avec l'Inde. On a parlé de l'Arya Samaj hier, mais l'Arya Samaj, donc une organisation réformiste hindoue, envoie des missionnaires dès le début du XXe siècle à Maurice et jusqu'au Guyana. Donc, Guyana, je n'ai pas situé, mais on est près du Venezuela, donc on est quand même en Amérique latine, on peut imaginer les difficultés de transport et de distance. Mais on retrouve des missionnaires de l'Arya Samaj dès le début du XXe siècle. Et l'Arya Samaj est créée, elle a 20 ans, 30 ans à cette époque-là. On est vraiment au début d'une organisation extrêmement. Certaines choses changent évidemment de Maurice au Guyana. D'abord, la présence d'une population autochtone au Guyana, 10% d'Amérindiens aujourd'hui encore. Mais en fait, territorialement, c'est tellement ségrégué. Les Indiens sont plutôt dans la partie intérieure des terres forêts,
alors que les Indiens sont là où sont les plantations de canne à sucre, c'est-à-dire sur la frange essentiellement littorale. Donc, il y a une ségrégation qui fait que les interactions n'ont pas l'air d'avoir été si structurantes que ça. C'est surtout quand même la rupture avec l'Inde qui change. La rupture n'était pas si forte que ça entre l'Inde et l'île Maurice. On apprend chaque année un peu plus avec les travaux des historiens. On sait par exemple que les engagés qui étaient devenus contremaîtres sur la plantation étaient renvoyés en Inde par les planteurs pour aller recruter en leur nom de nouvelles gangs de travailleurs. Donc ils allaient recruter dans leur famille, dans leur caste, dans leur village. Donc il y avait des allers-retours entre Maurice et l'Inde qui se faisaient, ce qui a été rendu quasiment impossible avec le Guyana vu la distance. Donc ça, c'est une différence quand même dans le rapport à l'indianité qu'on peut envisager. Et puis, le destin politique récent des deux nations indépendantes, dans les mêmes années, en 1965 et quelques, puisque l'indépendance à Maurice s'est passée relativement pacifiquement et a marqué le début d'hégémonie politique des communautés descendants d'engagés. Ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir politique et culturel. Au Guyana, il y a eu une violence, des violences ethnico-politiques et puis une situation économique catastrophique qui a poussé à la migration plus d'un quart des Guyanais, notamment vers Toronto et New York. On estime à 150 000 à peu près les Guyanais installés à New York, majoritairement dans Queens, sur une population peut-être de 700 000 habitants au Guyana. Donc on représente l'ampleur de la migration. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand même d'analyser comment on passe de cette histoire partagée entre Maurice et Guyana à une religiosité comparable. Une religiosité que j'appelle créole, j'en ai parlé un peu hier. Donc une religiosité où on trouve des emprunts aux autres religions présentes sur la plantation. Donc on est dans un temple hindou et on va y trouver des vierges, des saints catholiques, des saints musulmans, etc. Mais plus largement, on va trouver une même logique dévotionnelle, votive, thérapeutique, et une même langue créole, un même univers de référence, et j'irais même jusqu'à dire une même politique identitaire, identity politics, et là je l'appellerais même contre-identitaire. Là, il y a une espèce, et c'est proprement créole, ça a été bien analysé par les créolistes, un réflexe de méfiance en fait, contre tout pouvoir, contre toute institution, qui fait que on préfère la fluidité, on préfère la porosité, plutôt que d'assumer et de se voir assigner des catégories et des frontières identitaires exclusives, etc. Donc, il y a une espèce de politique contre-identitaire qu'on retrouve, qui est présente à Maurice, que je vois à Maurice, et qui est présente au Guyana également. Et ça va avoir de l'importance à New York. Bon, à New York, d'autres choses se passent qui n'existent pas, par contre, à Maurice. Et il faut prendre en compte ces nouvelles configurations historiques. La première, c'est cet état de double migration dont j'ai parlé et qui est, je pense, crucial. C'est comme ajouter une nouvelle couche à l'histoire des circulations de l'hindouisme, donc à l'histoire des adaptations, des évolutions qui sont au cœur de la construction de l'hindouisme. Il y a eu ces évolutions quand on est venu au Guyana et maintenant il y en a d'autres forcément quand on arrive à New York. C'est quelque chose que j'ai fini par élaborer autour de l'analogie au palimpseste. Brièvement, c'est quoi un palimpseste? Vous le savez sans doute, c'est un manuscrit qui est gratté pour réécrire dessus sans effacer entièrement le texte précédent. Donc chaque couche d'écriture renvoie aux strates d'avant par imitation, par sélection ou par transformation. En gros, ça dit que rien n'est jamais inventé ex nihilo, à partir de rien, mais rien n'est jamais pareil non plus. Et c'est un modèle qui, je trouve, ne peut que parler à l'anthropologie de la migration. Ça me semble un modèle intéressant à comprendre. Et puis on retrouve aussi dans palimpseste l'idée de métissage. Métissage, il y a cette idée d'un manuscrit qui est tissé, c'est-à-dire les strates sont intrinsèquement emmêlées. Et moi j'adore parce que je trouve que c'est un antidote très utile à l'heure des ethnic studies, etc. C'est très utile de montrer que l'identité stable, une origine unique, pure, etc.,
relève essentiellement du fantasme ou de la construction politique. Donc le palimpseste, j'en ai fait d'abord un outil descriptif, c'est pas ça, je m'en suis servi d'abord comme outil descriptif que je trouvais éloquent. Je prends l'exemple des langues. Dans le temple Madrasi à New York, on va retrouver beaucoup d'anglais. La déesse hindoue s'exprime en anglais à travers son procédé, son médium possédé. On trouve aussi beaucoup de terminologie indienne, hindi, tamoul, sanskrit. On entend pas tout de suite. Donc, il y a différentes strates au niveau linguistique qui apparaissent. La langue créole est omniprésente. Et comme on l'a dit hier, elle parle elle-même de dialogue avec des strates anglophones et chrétiennes. Les temples madrasi à New York sont des churches et les pujas sont des prayers. Et la déesse elle-même, qui serait identifiée à Mariamen ou à Kali, suivant les cas, est identifiée à New York comme Mother, ou sa prononciation créole, Mouda. Donc, on voit comment cette idée de palimpseste peut assez bien correspondre à cette idée de dialogue en différentes strates linguistiques. C'est la même chose avec les vêtements, par exemple, où l'analogie là est presque littérale, c'est-à-dire on a un dhoti qui serait la strate indienne, et puis on met dessus, on noue dessus un foulard guyanien à carreaux rouges et jaunes, et puis par-dessus on met un t-shirt avec le nom du temple, l'adresse new-yorkaise, etc. Donc on a ces différentes strates qu'on retrouve assez littéralement sur du overlaying de vêtements dans le temple. Et parfois, ce sont même les divinités qui portent les trois strates du palimpseste. Je prends l'exemple du saint musulman, Nagur Mira. C'est un saint qui a son dargah, donc un sanctuaire soufi au Tamil Nadu, en Inde, et qui est très connu pour sa présence dans les lieux de culte hindous, dans les pays de langagisme, en particulier de l'océan Indien, mais aussi de la Caraïbe. Et la légende explique que son culte a été partagé parce qu'il aurait sauvé un bateau au moment où les passagers indiens et musulmans et hindous se seraient joints pour lui faire une prière pour qu'il évite un naufrage. Et du coup, ça explique sa présence dans les temples hindous, la présence de saint musulman dans les temples hindous. Sauf que cette légende, qu'on retrouve dans la Caraïbe française aujourd'hui encore et dans l'océan Indien, a été, semble-t-il, oubliée au Guyana, et en tout cas à New York parmi mes interlocuteurs, où il ne reste que l'association de Nagur Mira à l'islam. Donc Nagur Mira est devenu Allah. Donc même quand on voit les différentes divinités qui sont étiquetées avec le nom, c'est Allah. On ne lui offre ni alcool, ni cigarette, ni sacrifice animal, mais il est identifié comme Allah et il est représenté avec sa barbe et son turban. Avec une barbe et un turban. C'est pour moi un excellent exemple d'une divinité indienne qui est réappropriée par l'engagisme et qui est retravaillée en quelque sorte par la créolisation et aujourd'hui New York. Donc ça, c'est pour le palimpseste comme outil descriptif. Ensuite, j'en ai fait aussi, j'ai essayé d'en faire un outil d'analyse parce que le palimpseste a cet avantage qu'avec ses différentes strates, il relie le passé et le présent et l'ici et l'ailleurs, ou les ici et les ailleurs. Donc vous avez compris les trois strates, hein, l'Inde d'avant l'engagisme, le Guyana d'après l'engagisme et New York la fin du XXe siècle. Et puis il faut ajouter, comme on l'a dit dans la discussion hier, que chaque strate est tout sauf monolithique. L'hindouisme créole guyanien, par définition, il est métis. Et puis le cosmopolitisme à New York, ça en fait une strate métisse aussi. Mais surtout, c'est ce que j'avais répondu à votre question hier, l'hindouisme en tant que tel, c'est pas monostrate. C'est né en Inde, c'est une tradition qui reste attachée à l'Inde comme territoire de référence, mais je réfute cette idée d'une hiérarchie avec l'Inde comme pureté authentique qui ne ferait que se corrompre en quelque sorte au fil du temps, avec les contacts avec d'autres traditions, avec la circulation au Guyana, puis à nous. L'Inde s'est toujours construit comme un palimpseste
avec des dialogues, avec des couches différentes, des traditions différentes, des religions différentes. Ce qui me semble encore plus intéressant peut-être, c'est que le palimpseste, ce jeu de dialogue entre strates, ça laisse ouvertes les options aux différents acteurs et les stratégies potentielles de positionnement politique ou ontologique. Le dévot, mais aussi le chercheur, peut parfaitement gratter le manuscrit pour retrouver l'une ou l'autre des strates qui l'intéressent pour une raison ou une autre. Il peut en privilégier une sur une autre, ou il peut en oublier sciemment une sur une autre s'il a envie. Donc, il y a des temples à New York qui vont préférer faire le culte en anglais. Donc, ils zappent un petit peu la strate Inde. D'autres, ce sera que en tamoul. Et ils vont refuser les sacrifices animaux, qui sont la strate vraiment guyanienne. Donc, il y a vraiment ce jeu, ce choix possible, et qui permet des options infinies pour les acteurs. Ça me fait penser aussi à ces chants dévotionnels tamouls qu'on va entendre à New York dans les temples madrasis, alors qu'on ne les entendait plus au Guyana depuis des décennies et des décennies, et que Facebook ou YouTube permettent à nouveau de redécouvrir. Donc là, on gratte la couche Guyana, on enlève la couche new-yorkaise et on retourne à une couche indienne qui avait été oubliée avant. On est vraiment dans ce jeu de palimpseste. Je trouve ça assez fascinant. Ça me fait penser au véritable palimpseste, le manuscrit. Et maintenant, une nouvelle technologie, le rayon X, a permis d'aller voir les couches précédentes du palimpseste. C'est vraiment ce que fait YouTube maintenant en permettant de retourner au champ dévotionnel tamoul. Je trouve ça assez fascinant. Des options infinies qui dépendent des individus, des acteurs, de leur choix, et aussi des contextes à qui ils parlent, dans quelle situation. Et puis enfin, j'ajouterais que le palimpseste fonctionne bien sûr comme outil réflexif, puisqu'on est dans une histoire de vie. C'est sûr que les trois conférences peuvent fonctionner comme trois strates de mon propre palimpseste. Les terrains à Benares, à Maurice et à New York, qui sont des strates qui dialoguent entre elles. C'est-à-dire que j'analyse à New York des logiques que j'ai apprises à Maurice ou en Inde. Donc ça fonctionne. Mais ça, c'est anecdotique. Ce qui m'intéresse, c'est que du point de vue de mes interlocuteurs, le modèle fonctionne. C'est-à-dire que les Mauriciens étaient fascinés, comme je l'ai dit, par mon expérience à Benares, qui était un gage d'authenticité et de sérieux, d'orthodoxie. Mais les New-Yorkais, eux, ils sont fascinés par mon expérience à Maurice, notamment par le fait que je puisse témoigner et leur expliquer des marches sur le feu, des marches sur le sabre, donc des cérémonies qu'ils connaissent grâce à YouTube ou à Facebook, mais dans lesquelles ils reconnaissent des pratiques populaires critiquées par les orthodoxies, donc dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc, ces strates-là du palimpseste fonctionnent aussi dans les représentations et les logiques émiques. Bon, je voulais parler quand même également d'une configuration proprement new-yorkaise et qui change la donne par rapport au terrain mauricien. Le fait que New York, en tant que configuration, oriente le terrain et même les objets de recherche. Le contexte états-unien est comparable à d'autres contextes de diaspora, mais il faut y rajouter ce mythe états-unien d'une terre de migration et jusqu'à un certain point favorable aux migrants. Ce n'est pas à moi d'en discuter ici. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une représentation qui est intégrée, qui est vantée, qui est promue par les Guyaniens à New York. Ce qu'il faut relier à leur statut un peu de minorité modèle, on pourra en reparler. Et puis, un autre contexte spécifique, enfin, une autre clé du contexte spécifiquement new-yorkais, qui pour un Européen fait figure de grand écart avec ce qu'on connaît chez nous, à New York, il est bienvenu et parfois obligatoire d'afficher son appartenance religieuse, de militer pour sa visibilité et ses spécificités. Ce que Prémacurienne formule ainsi, le multiculturalisme permet, voire exige, la construction d'une identité ethnique publique. Les immigrants aux États-Unis deviennent américains en devenant ethniques. Là, un Européen ne comprend plus.
et un Français. Et à New York, si je centre l'analyse sur le contexte du pays d'accueil, sur le contexte new-yorkais, je suis en phase avec ce que disent les représentations des Madrassis qui voient exactement comme ça leur situation migratoire. Ils se vivent comme tirant parti des opportunités locales que le contexte new-yorkais leur offre. Le fait est, mais je vais finir plus rapidement, on pourrait y revenir, que le contexte guyanien était extrêmement discriminant face à cette tradition madrassi. C'est une discrimination qui venait de la colonie et de l'orthodoxie hindoue. Et à New York, les Guyaniens madrassis ont l'impression de respirer à nouveau et de pouvoir exprimer et assumer leur tradition, ce qui ne se gêne pas de faire d'ailleurs. Et ils savent très bien d'ailleurs que leur culte serait également très mal vu dans l'Inde d'aujourd'hui, bien plus compliqué à assumer au grand jour. Donc des trois strates du palimpseste, seule la strate new-yorkaise leur semble favorable. Surtout, on ne peut guère passer outre un esprit très militant de mobilisation, de conscientisation de cette communauté madrassi à New York, qui renvoie à un regard réflexif assez performant. C'est-à-dire qu'ils analysent, et on ne peut pas leur donner tort, que les groupes dominants qui ont été responsables de leur stigmatisation quand ils étaient au Guyana étaient, eux, parfaitement organisés, parfaitement conscientisés, avec une vraie stratégie, que ce soit les catholiques, que ce soit l'Arya Samaj à nouveau, ce sont des groupes qui appuyaient leur stratégie de critique, de conversion même, de réforme, sur un activisme ancré dans la vie sociale. Donc, les hôpitaux, les écoles, les camps d'été, etc. Et les madrassis ont choisi de se doter des mêmes outils à New York. Donc, ils organisent des campagnes de nettoyage des plages, de distribution de nourriture et de vêtements, de dons du sang, et la campagne anti-Covid à New York s'est largement reposée sur le réseau des temples madrassis qui ont confié de distribuer les masques et les vestes anti-Covid. Pour les madrassis, leur tradition est une tradition progressiste, c'est leur terme. Et il faut entendre à l'inverse de ce qu'est l'hindouisme mainstream. Non seulement les orthodoxies hindoues sont à leurs yeux discriminatoires, mais en plus elles sont, en un mot, un peu opportunistes ou hypocrites. Donc, les orthodoxes du Sanatana Dharma ou les réformistes de l'Arya Samaj sont pour les madrassis des traditions réactionnaires, une sorte de collusion avec la morale des colonisateurs britanniques. Les réformistes hindous auraient combattu des sacrifices sanglants, la transe, par une sorte de mimétisme des valeurs coloniales, non de préjugés, de classe, de genre, de caste, etc. Les brahmanes, eux, donc autorités religieuses hindoues orthodoxes, sont accusés de s'être battus simplement pour un monopole du savoir rituel, du pouvoir rituel et de la niche commerciale qui va avec. Donc on ne se gêne pas pour critiquer cet aspect-là des choses et pour dire que le contexte new-yorkais, enfin, a libéré les Guyaniens de cette discrimination et de ce regard sur eux. Je les cite. Au Guyana, ils n'arrêtaient pas de te dire que tu es arriéré, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, c'est arriéré, ils disent. Maintenant, c'est-à-dire à New York, tout devient clair, ils voulaient juste nous garder sous contrôle, mais vous voyez que nous ne sommes pas dupes. En conclusion, c'est intéressant parce que les madrassis à New York donnent à voir un processus structuré qui est assez classique de construction d'une communauté, construction en cours d'une communauté. Et ça veut dire que ça rebat forcément les cartes des catégories identitaires, ça doit être assez classique, mais eux s'appuient sur cette reconfiguration du champ identitaire et ils la revendiquent. Par exemple, de nombreux non-tamouls participent à la dévotion des madrassis, mais aussi de nombreux non-indiens et de nombreux non-hindous.
Donc, les représentants madrasi voient dans cette capacité d'attirer, au-delà des frontières ethniques et aussi des frontières religieuses, un indice de modernité qu'ils cultivent, dont ils sont tout à fait fiers, qu'ils mettent en avant, et ils pensent que ça renforcera leur visibilité et leur position dans le rapport de force local à New York vis-à-vis des autres communautés hindoues, etc. Pour ce qui est des individus qui ne sont pas hindous, pas indiens, pas guyaniens, vous rajouterez les guillemets, qui participent au culte madrasi, eux, ils disent y trouver la pulsion émotionnelle qui est de plus en plus bannie des autres lieux hindous, en particulier à New York. Mais c'est valable peut-être à Maurice aussi. Le succès de la dévotion madrasi pourrait être lié à une sorte de retour de flamme contre le mouvement général vers l'orthodoxie qu'on peut voir dans l'hindouisme en général et dans l'hindouisme en diaspora en particulier. Et un fidèle à New York explique que de plus en plus de Guyaniens, je le cite, en ont marre de baisser le son de la musique et tout ça. Si vous aimez votre mère, donc la déesse, vous devriez le crier fort, très fort. Et puis d'autres insistent sur l'incapacité des rituels orthodoxes, mais ça pourrait exister en Inde, à répondre aux besoins pragmatiques des dévots. Et si je suis malade, si mes enfants sont malades, pas question que Ganesh puisse m'aider. Nous, les madrasis, nous avons notre mère. Elle peut aider. Une espèce de division du travail dans le panthéon hindou, donc on connaît bien. Donc je retrouve là des intuitions que j'ai pu avoir à Maurice et dont j'ai pu discuter hier. Par exemple, le fait que le prestige de ce prêtre tamoul, Selven, dont j'ai parlé hier, ce prestige repose justement sur sa capacité à promouvoir à la fois l'orthodoxie, certes, mais en même temps les pratiques populaires. Je vais m'arrêter là. Merci infiniment à nouveau, Mathieu. Alors, c'est ouvert aux questions. Moi, j'étais particulièrement frappé de la dernière présentation et on voit très bien ici la progression et comment, en fait, tu arrives avec cette conclusion ou avec cette idée de palimpseste qui est à la fois un outil, comme tu disais, un outil descriptif à prime abord, mais qui est devenu un outil d'analyse. Mais j'ai l'impression ici, corrige-moi, que tu n'aurais pas pu arriver à cette intuition ou à cette idée de palimpseste sans avoir passé au préalable à travers ces deux autres terrains qui ont été dénarrés ces Mauricie. Oui, je pense que ça relève vraiment. C'était un peu obligé de faire cette digression palimpseste dans le cadre de ces conférences et de ce format parcours de vie, parce que c'est vrai que je pense, c'est pas moi qui invente ça, mais l'idée même de palimpseste, c'est Gérard Genette dans l'analyse littéraire, le champ littéraire, c'est une parabole de la façon dont se construit le savoir et la connaissance. Donc, on n'invente jamais rien, on ne fait que répéter ce que les autres ont dit avant, mais en même temps différemment. Il y a une espèce qui appelle le lien entre l'hypertexte et l'hypotexte, c'est-à-dire qu'il est difficile d'inventer de temps blanc totalement un nouveau élément de connaissance. Par contre, la recherche académique fonctionne également comme ça, je pense, évidemment. C'est-à-dire qu'on apporte tous une pierre, et comme j'ai dit à la première conférence, si on travaille sur l'hindouisme en Inde, ça va être une petite pierre qui aura du mal à prétendre être totalement révolutionnaire, à être venue de rien, etc. Donc c'est une pierre qui dialogue nécessairement avec ce qui était fait avant. Et je pense que si ça fonctionne comme ça dans le champ de la recherche globale, collective, et je parle d'avancée collective de la recherche, je crois qu'on avance aussi comme ça, individuellement, dans notre parcours. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu l'affaire, avec des orientations, des aiguillages à un moment donné qui peuvent relever du hasard ou de configurations qui peuvent être personnelles ou intellectuelles propres à un individu.
possiblement subjectives, etc., mais qui résonnent au moment où on fait une recherche, qui, je crois, peut être objective, qui, je crois, peut être valable scientifiquement, pour autant, mais qui dialogue avec ce qu'on a vécu avant. Je pense que mon analyse des madrassis à New York aurait été très différente s'il s'agissait de mon premier terrain, mon première étape du terrain. Et j'ajouterais que j'en suis venu à revendiquer en quelque sorte ce fonctionnement-là, qui fait que j'ai hésité un moment à aller à New York étudier les doubles migrants guyaniens sans être passé par le Guyane. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut étudier les doubles migrants sans avoir étudié la première étape de la migration? Et plusieurs critères m'ont poussé à le faire, mais je crois qu'au fond, je préfère faire dans ce sens-là, pour cette étape-là. Je trouvais ça intéressant de me laisser porter par ce qu'ils sont maintenant, plutôt que de construire une espèce de comparaison avec ce que l'état de la première migration donnait à voir. Je trouvais ça intéressant d'arriver sur le contexte new-yorkais et de faire une ethnographie du présent, tout à fait consciente, j'espère avoir montré des strates et de l'histoire et des pesanteurs de l'histoire, mais qui me mettent dans le contexte new-yorkais. Et j'en suis venu à revendiquer à la fois le dialogue entre les différentes strates de ma recherche et en même temps un ordre qui peut être un désordre chronologique. Je ne suis pas tenu de suivre exactement les communautés dans l'ordre de leur circulation. Je trouve ça intéressant aussi de court-circuiter certains ordres. Je crois que le palimpseste fonctionne comme ça, avec une percutation, un percutage, je ne sais pas quel est le terme correct, des différentes strates, beaucoup plus qu'un dialogue qui serait totalement ordonné, et totalement hiérarchisé, et totalement cohérent. Je crois qu'on est dans un percutage permanent dans la façon qu'ont des doubles migrants de vivre leur rapport à l'Inde, au Guyane, etc. C'est intéressant de voir aussi là, le positionnement, pas seulement vis-à-vis de l'Inde, mais par rapport aux autres communautés issues dans l'Inde, et surtout guyaniennes, dans le contexte new-yorkais, avec cette dimension-là de politique identitaire qui s'est soulevée, et quelles pourraient peut-être être les configurations qui pourraient apparaître dans un contexte français, avec justement tous les débats sur la question de la place de l'identitaire communautaire et sa critique, le communautarisme, mais en sachant que est-ce qu'il y aurait ce même genre de positionnement par rapport à ces autres vecteurs d'influence, Larissa Samaj, les brahmanes orthodoxes, on a l'impression qu'ils se positionnent en opposition à, mais est-ce qu'il y en a aussi parmi ces madrassis new-yorkais qui feraient un espèce de retour vers ce qu'eux considéraient quelque chose de plus orthodoxe, par exemple? J'avais l'impression que c'est surtout progressiste, leur positionnement. Et c'est à nouveau une image assez complexe qui vient du fait que, pour rester à New York dans un premier temps dans ma réponse, on trouve à New York une multitude de communautés hindoues, indiennes ou non indiennes, et on trouve des communautés caribéennes qui peuvent être hindoues ou non hindoues. Donc les Guyaniens sont, si on veut faire un travail sur leur positionnement identitaire, par exemple, ils se situent à la croisée de tout ça. Donc, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir qu'il va y avoir des Trinidadiens qu'on va identifier et qui vont s'identifier comme afro-trinidadiens, qui vont être possédés par la déesse hindoue madrassi guyanienne à New York. Donc, on va se trouver dans ces situations-là, sachant qu'à nouveau, on est obligé d'être dans une posture très nuancée, puisque ça, c'est le contexte new-yorkais. Mais ce que j'ai lu du contexte guyanien montre que justement la proximité du culte madrassi avec
la façon qu'on a de qualifier des cultes afro-guyaniens, par exemple, cette proximité-là, était déjà dans les discours coloniaux et de l'orthodoxie hindoue, comme je l'ai dit. Donc, il y avait des jeux de positionnement qui existaient déjà au Guyana. Donc, ce n'est pas entièrement nouveau. Ça fait que le identity politics des Madrasis est extrêmement complexe et que je subodore qu'ils ont conscience de cette complexité et qu'ils entendent bien en tirer le meilleur parti. Donc, comme j'avais pu le dire à notre conférence, ils savent parfaitement recourir aux orthodoxies les plus pures de l'hindouisme à New York, les inviter à venir à leur procession et s'afficher sur tous les réseaux sociaux avec le garant de l'orthodoxie hindoue, tout en s'étonnant avec moi en souriant que cette dame-là ait accepté de venir, ce qui leur paraissait totalement ahurissant, s'ils ont conscience. Mais c'est un jeu, à ce stade, une stratégie politique dont ils ont conscience et dont ils usent. Et les réseaux sociaux, à nouveau, ont un rôle là-dedans, évidemment, très important. Pour ce qui est de la comparaison à un contexte européen, en tout cas français, c'est pas du tout mon domaine, mais je sais que évidemment le contexte politique ambiant a une influence cruciale et qui tire les jeux, les stratégies identitaires dans un sens pratiquement opposé. C'est-à-dire que si on veut se positionner stratégiquement pour être dans la caricature, mais il ne faut pas pousser trop loin la revendication, la visibilité de sa propre différence. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement bien vu pour rester dans la litote, dans la France laïque, et aujourd'hui encore moins, alors que ça ne pose aucun problème, voire, comme je disais, c'est tout à fait ce qu'on attend de vous dans le New York contemporain. Donc là, il y a une différence fondamentale. Ceci dit, les mêmes jeux identitaires, les mêmes jeux de positionnement identitaire existent à Paris avec la communauté, par exemple, sri-lankaise hindoue, qui va jouer sur la même construction, l'importance de la construction de temples de plus en plus grands, etc. Et aussi sur les processions. Par exemple, la procession de Ganesh à Paris, maintenant, est devenue une institution et a été étudiée d'ailleurs. Mais dans une situation statutaire qui est un peu compliquée, puisque l'espace public n'est pas censé, en France, être le lieu d'une expression religieuse. Donc, on se trouve dans des situations comme ça, un peu complexes, et un regard étranger qui associe ces hindous à l'Inde, alors qu'en l'occurrence, ce sont des Sri-Lankais. Donc, il y a beaucoup d'importance du regard étranger, du regard avec les autres sous-communautés aussi au sein de l'hindouisme, par exemple, au sein des Guyaniens. Mais il y a aussi, je finis là-dessus simplement, il y a aussi des aspects qu'on retrouve au-delà, par exemple, des Madrasis. Si on est à New York, le côté progressiste dépend vraiment, est vraiment spécifique à cette tradition-là, guyanienne et hindoue. Mais dans l'ensemble de l'hindouisme guyanien que j'ai pu voir à New York, il y a des hints comme ça de progressisme. Par exemple, la place des femmes, je n'en ai pas parlé, mais qui est très importante dans le culte madrasi, vraiment mise en avant, on la retrouve à un degré moindre, on la retrouve dans l'ensemble de l'hindouisme guyanien à New York. Des femmes qui vont patronner des yajnas, des choses comme ça, des sacrifices, donc toutes choses qu'on ne trouverait pas en Inde, certainement pas, et pas encore, je crois, à Maurice, et qu'on retrouve là, en dehors de la tradition madrasi. Là, je parle d'un hindouisme guyanien, Sanatan Dharma, donc orthodoxe classique. Donc, ce n'est pas seulement les madrasis, c'est aussi quelque chose qui relève du cosmopolitisme et du progressisme new-yorkais de ce contexte-là qui est important, et qu'on retrouve l'écologie comme militantisme, qu'on retrouve le féminisme, qu'on retrouve un certain nombre de problématiques qui sont quand même pas uniquement new-yorkaises, on est d'accord, mais qui prennent une coloration new-yorkaise au-delà des madrasis.
Est-ce que quelqu'un aurait d'autres questions? Oui, Lotus. Moi, je suis juste très, très curieuse par l'introduction, parce qu'en fait, comme vous avez dit, par une observation des groupes créoles de sorcellerie, c'est en tant qu'extérieur, c'est pratiquement pas possible. C'est des communautés super fermées, super privées. Donc, vous avez passé par la salle d'attente d'un guérisseur pour vous introduire dans ce monde-là. Mais même là, dans le monde new-yorkais, où est-ce qu'il y a tout plein de personnes, tout plein de charlatans, comme trouver le bon chemin et comment est-ce que ça a été possible? Ça a été super difficile et même rendu dans le cercle, dans le réseau de connaissances. Est-ce que ça a pris beaucoup d'étapes, beaucoup de temps pour qu'on accepte quand même ta présence, même si on vous a donné les contacts, qu'on vous donne la connaissance requise pour travailler dessus, ça doit être toute une aventure aussi. Oui, c'est toute une aventure, ouais. C'est compliqué. Je suis pas allé jusqu'au point où j'aurais souhaité le faire non plus. J'ai renoncé aussi en partie pour d'autres raisons, des raisons éthiques en particulier. Il y a un moment où je trouvais ça un peu gênant d'être dans un salle d'attente du guérisseur. Des fois, c'est un peu rough. Donc, voilà. Après, je me suis intéressé à la sorcellerie pour des raisons, à Maurice, assez qui sont liens, qui vont donner des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la créolité. Et la sorcellerie est un peu un des socles communs de l'ensemble des communautés. Donc, ça m'intéressait. Et j'avais déjà 10 années de terrain à Maurice quand j'ai vraiment commencé à rentrer. Donc, ouais, j'avais une certaine familiarité avec la culture mauricienne, pour dire des choses comme ça. Et je connaissais un certain nombre de temples. Et la sorcellerie à Maurice, ça peut être des individus chez eux, dans un cadre domestique, etc. Ou ça peut être des individus à l'intérieur des temples, liés au temple, voire le prêtre du temple, qui en dehors du culte, tient lieu de guérisseur. Il se voit comme un guérisseur. Donc là, j'avais un accès. C'est comme ça que j'ai choisi d'entrer dans le monde de la sorcellerie par les guérisseurs que je connaissais déjà, de temples que je connaissais déjà. Donc je suis arrivé comme consultant parce que j'avais déjà des observations de salles de consultation, je savais comment on procédait. Donc je me suis simplement mis parmi le groupe des consultants. Ça posait pas tellement de problèmes, ça posait étonnamment peu de problèmes aux guérisseurs et aux consultants. À ce niveau-là, ça s'est très bien passé. Après, je crois que ça repose un peu sur une situation mauricienne qui relève un peu de la schizophrénie, c'est-à-dire que la sorcellerie est quelque chose qui peut faire peur, qui peut faire peur à mes interlocuteurs, etc. Mais en même temps, c'est omniprésent. Donc, tout le monde a affaire à des histoires de sorcellerie. Je ne dis pas que tout le monde consulte un guérisseur, mais pas loin. Donc, en même temps, c'est un peu un secret de polichinelle. Donc, une fois qu'on rompt ce premier niveau de discours où on dit « Mon Dieu, ça fait peur, c'est quelque chose de marginal », parce que ce n'est pas du tout dans le vécu des individus mauriciens, on peut prétendre avoir accès à ça. Après, voilà, moi j'ai été arrêté parce que certaines salles d'attente de guérisseurs, j'ai essayé de ne pas être mensonger d'un point de vue éthique, donc j'ai consulté pour de réels soucis de santé. Mais ce n'étaient pas les soucis de santé que partageaient les autres gens en général dans la salle d'attente. Et il y a un moment où je me suis demandé ce que mon observation venait faire là et ce que moi je venais faire ici. En tout cas, j'avais plus le plaisir, même égoïstement, hein, on va dire, si on enlève l'éthique, j'avais plus le plaisir à travailler sur mon terrain comme je l'avais ailleurs. Donc pour l'instant, j'ai un peu mis ça de côté, j'avoue, c'est la limite de mon observation participante. Pour revenir justement sur l'observation participante, la méthode souvent est dictée par le terrain. Mais si je reviens là un peu sur tes 3 terrains, à Bénarès, même si tu avais voulu faire de l'observation participante au temps de Sankat Mochan,
tu étais transparent, tu n'étais pas accepté, tu étais littéralement quelqu'un, un lecture, tu es quelqu'un d'étranger dans ce contexte, alors qu'à New York, c'est la déesse qui est venue te chercher. Et là, tu n'avais pas le choix. D'une part, le chercheur ne décide pas toujours si on peut arriver avec l'idée de faire l'observation participante, mais le terrain ne nous acceptera pas. Et parfois, on peut arriver avec l'idée de garder une certaine distance. Et là, on est happé. C'est le terrain qui vient nous chercher, qui nous dicte et qui prend le contrôle jusqu'à un certain point. Alors, il peut y avoir... As-tu l'impression qu'il peut y avoir un certain danger dans le fait c'est ça, que le terrain prenne le contrôle jusqu'à un certain point? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je pense qu'il y a un danger, potentiellement un danger personnel, on va dire, tu vois, il faut être capable d'encaisser tout ça, et des surprises, et des choses inattendues. Plus concrètement, je pense qu'il y a un danger scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire que si on perd le contrôle aussi à la fois de ces données et de la manière d'accéder aux données, on est un petit peu moins ethnologue potentiellement aussi. Donc, il faut savoir comment se situer là-dedans. Je crois que ça dépend énormément des individus. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Certains vont vivre une expérience de participante non choisie de façon totalement éloignée, d'accord. D'autres auront du mal à se réveiller et à repartir en chercheurs, etc. Ou ne voudront plus aussi, de dire pourquoi pas. Ça dépend aussi des terrains. Je pense à un enseignant quand j'étais étudiant qui avait absolument aucun problème et qui était en fait assez agacé par des discours incessants des ethnologues sur s'excusant de leur rôle sur le terrain, comme quoi ils avaient changé leurs interlocuteurs, comme quoi il fallait réfléchir à ne pas être trop intrusif dans la communauté. Et lui avait passé des années en Andhra Pradesh. Et sa phrase, c'est « J'ai une bonne conscience odieuse sur le fait que l'Inde continuera à vivre sans moi, après moi, de la même façon qu'elle a toujours vécu. » Il se sentait tout petit, au fait, il disait « Qu'est-ce que vous voulez que j'ai changé à l'Inde ?» Donc, arrêtons d'écrire sur une thèse, un tiers de la thèse, sur mon rôle, mon Dieu. Bon, il était très agacé, c'est quelqu'un d'une autre génération aussi, donc d'autres rapports au terrain, à l'éthique du travail. Mais je crois que ça dépend aussi des terrains. Il y a des terrains où, effectivement, en Inde, tu sais mieux que moi, on n'a pas une influence non plus magistrale sur la machine indienne. Je crois qu'il faut rester tout à fait modeste. Sur un terrain comme New York, on ne peut pas enlever le fait que si j'ai été appelé par la déesse, c'est pas pour rien non plus, on est d'accord. Je suis tout à fait respectueux des processus d'appel, mais je suis l'anthropologue blanc, francophone, qui vient parler du culte madrasi, qui cherche à se faire valoir dans le contexte local. On m'invite, la déesse m'appelle. Tout ça n'est pas hors sol, sans stratégie, et je fais partie de tout ça. Donc, j'ai conscience aussi que, suivant les terrains, il faut savoir où se positionner, il faut avoir conscience de ça, et accepter sans doute de mettre des barrières, hein, certainement. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus facile au long d'un parcours de vie d'ethnologue, et il sait comme moi. Après, c'est une vraie question, je pense, avec des doctorants, par exemple, savoir comment et jusqu'à où on peut s'investir, on ne le sait pas. Je pense que c'est la corde raide sur laquelle l'ethnologie est fondée, c'est ça qui fait sa richesse. Je pense que le plus important, c'est d'y réfléchir avant et d'avoir conscience qu'il existe cette corde raide-là. Après, anticiper exactement comment ça va se passer, quels sont les enjeux, où je vais me situer, ce que j'accepte de faire, de ne pas faire, ça me semble un peu à la fois en dehors de l'ethnologie et pas faisable. C'est assez compliqué. Je pense qu'une fois de plus, comme ce que j'ai dit pendant les 3 jours,
être conscient de ce que ça implique et rester vigilant sur les aspects qu'on peut contrôler. Mais certains, on ne peut pas les contrôler. Et oui, j'aimerais bien que la technologie reste comme ça aussi, sans qu'il y ait tous les contrôles du terrain en tant que tel. L'expression anglaise, to play it by ear, de pouvoir être capable aussi de jouer à l'oreille et de réagir au contexte là, tel qu'il se présente à nous. C'est ça. Et avec des échecs aussi. Ouais. Voilà. Mais reste un succès, la DS a appris. Mais c'est un succès pour tout le monde. Oui, aussi. Là, je serais intéressée c'est pas à vous qui poserez la question, mais Mathieu, le terrain, l'observation participante, le même genre de rapport ou les mêmes genres de questions se sont posées avec les gens. Non, parce que là, je n'étais vraiment pas dans un cadre d'observation participante. Les grades, c'est une communauté de genre. Moi, c'était clair que j'étais là en tant que chercheur, que j'étais dans une position externe à la communauté. Je n'ai jamais eu de velléité de m'intégrer à l'intérieur de la communauté. Et j'aurais trouvé ça, d'une part, c'était la même chose avec ma recherche sur l'ascétisme hindou, parce que là, l'intégration exigerait une soumission à une autorité à l'intérieur d'un cadre monastique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Frédéric ou autres personnes? C'est bon. J'aurais juste quelque chose par rapport aux rituels et observations. Dans la mesure où il y avait la COVID, est-ce que vous avez l'idée de la manière dont ça se déroule ou c'est suspendu dans les temps, ça devient des pratiques plus personnelles, familiales? Alors, c'est une question. Moi, mon cas, c'était avant. J'ai été en contact pendant la Covid, mais les temples, ce qu'on m'a dit, voilà, étaient fermés. Et il ne restait que, mais c'est une part assez importante, l'activité sociale. Donc, en particulier, vraiment la municipalité de New York a beaucoup délégué au réseau religieux en général, mais celui-là aussi. Et je soupçonne que c'était aussi un moyen pour eux de continuer quand même une activité probablement rituelle ou associée au rituel, mais j'ai pas les éléments. Je soupçonne qu'ils ressortent de cette période de Covid avec un réseau en fait renforcé avec la municipalité sur des contacts et avec la communauté qui s'est forcément regroupée dans ce moment-là. Donc, même si physiquement, j'imagine qu'ils ont été quand même tous frustrés de pouvoir se regrouper et de faire les mêmes rituels qu'ils faisaient avant. Alors là-dessus, Mathieu, je te remercie infiniment pour cette série de 3 conférences extrêmement riches, très fertiles. Oui, merci.